On ne peut pas se permettre de faire des nouvelles. On ne peut pas se permettre d'avoir une opinion dans un éditorial. On ne peut pas se permettre de partager une analyse sans qu'il y ait une assise de culture. Finlay Salers, d'abord, c'est le nom. Je ne pourrais pas dire qui je suis parce que c'est une question, à mon sens, très existentielle et il faudrait faire beaucoup de philosophie pour pouvoir y répondre. Ça fait plus de 52-53 ans, je crois, que je pratique ce métier. Et pour l'heure, je suis directeur de l'information à Radio One, qui, comme vous le savez, a commencé à émettre sur les ondes en 2002. Radio One a commencé chez La Sentinelle. C'est Viva Voce qui a été créé par La Sentinelle pour créer justement Radio One sous l'impulsion de Jean-Claude de Lestrac à l'époque, qui avait commencé déjà une radio plus ou moins locale avec Jacques Monique dans les locaux de La Sentinelle. Comme les autorisations sont arrivées un peu plus tard, il a fallu attendre à la limite 2 gouvernements successifs d'accord sur l'utilité justement de créer une radio privée. C'est ainsi que Radio One a vu le jour en 2002. De 2002 jusqu'à maintenant, ça fait quand même 24 ans. Radio One a certainement évolué avec au départ une équipe extraordinaire qui avait été formée justement par les journalistes de RFO. J'explique d'ailleurs qu'on s'est retrouvé avec un premier directeur général de la radio en la personne de Jean-Michel Fontaine, qui était lui à RFO, que La Sentinelle avait embauché justement pour mettre sur les rails la première radio privée. Et quand il est parti par la suite, c'est moi qui lui ai succédé. J'avais pris la décision aussi de quitter Saint-Cloud Dimanche, où j'étais le directeur et le rédacteur en chef, pour venir faire d'abord enquête en direct. Et c'est Jean-Michel Fontaine qui m'a formé à la radio en quelque sorte. La promotion de l'unité nationale. Je crois que nous en avons fait une obsession à Radio One. La propagation de la culture. Et puis, il y a des valeurs fondamentales, le respect de la démocratie, l'élargissement de l'espace démocratique, la liberté de la presse. Nous sommes des militants aussi anti-peine de mort. Nous militons pour l'intégrité de notre territoire. Voilà les valeurs fondamentales dans lesquelles nous croyons et sur lesquelles nous ne transigeons pas à Radio One, ou du moins tant que je serai là. J'ai toujours vécu dans une atmosphère, dans un climat de livre. Mon grand-père était maître d'école, mon père était enseignant et mon frère était l'élève. Vous imaginez un peu la situation à la maison. Donc c'était toujours dans le cadre des livres. Et puis j'ai eu la chance vraiment, dès l'âge de 16 à 18 ans, de fréquenter les grands intellectuels port-louisiens dans le Ward 4. C'est extraordinaire, ceux qui avaient créé le cercle Rémi Ollier à l'époque, c'est-à-dire Marcel Cabon, Rivas Kenneth, Emmanuel Just, Jean-Georges Prosper, le géniteur de l'hymne national, Samdad Bokouri. J'étais dans ce bain-là. Donc j'ai été tout le temps avec des livres. Jean-Georges Prosper à l'époque, qui était aussi mon professeur au collège Boudjouari que j'ai fréquenté. Alex Boudjouari a été mon mentor, aussi bien que Gaëtan Rénal, le docteur Prétipol, et Jean-Georges Prosper aussi était professeur. Et Jean-Georges m'a beaucoup encouragé à l'époque de commencer à écrire. Et c'est ainsi que j'écrivais des articles sur des bouquins que je lisais. Et Jean-Georges Prosper se faisait fort de les corriger, bien évidemment, et d'alerter Yves Rava,
qui était rédacteur en chef littéraire du Mauricien à l'époque, de publier mes chroniques. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 18-19 ans, régulièrement mes chroniques passaient dans le journal Le Mauricien. On commence par ce qui est peut-être neutre, la concurrence des réseaux sociaux, la concurrence de Facebook. Comme vous le savez, il y a 1 300 000 couillons à l'île Maurice qui estiment qu'ils sont des journalistes. Et contre ça, on n'y peut rien. Pourquoi c'est grave et dangereux? Parce que on pratique le journalisme là de manière tout à fait débridée, basée sur des rumeurs, sur des palabres qui s'alimentent elles-mêmes d'une espèce de baquet qui résonne parce que ces rumeurs sont reprises par X, Y, Z pour faire le tour de la planète. Les filles technologiques, bien évidemment aussi. J'ai été ahuri, par exemple, d'apprendre, quand j'ai pris ma nouvelle fonction de directeur de l'information à Radio One, que certains journalistes avaient recours à ChatGPT. Je ne savais même pas que c'était une application qu'on pouvait utiliser, parce que je suis un vieux de la vieille. Mais aller à ça, moi, ça me pose un problème. Je peux concéder qu'on puisse être très tendance, très in, en utilisant les avancées technologiques. Mais qu'on ne lise pas les journaux, qu'on ne lise pas des livres, moi, ça me pose un énorme problème. On ne peut pas se permettre de faire des nouvelles. On ne peut pas se permettre d'avoir une opinion dans un éditorial. On ne peut pas se permettre de partager une analyse sans qu'il y ait une assise de culture. Nous avons des journalistes à Maurice qui ne lisent même pas l'Express, qui ne lisent pas le Mauricien, qui ne lisent pas le Défi, qui ne lisent pas les autres journaux, Star ou whatever. Moi, je crois que c'est grave. Ou s'ils le lisent, c'est pour copier. Et c'est ça qui est un danger pour notre métier. D'abord, il faut concéder que l'Université de Maurice fait du bon travail avec des modules sur mass communication et le journalisme. Comment réconcilier les jeunes avec le journalisme? En pratiquant un journalisme de responsabilité, c'est en pratiquant un journalisme sérieux, raisonnable, qui ne soit pas entaché de parti pris, de partisanerie. Je crois que c'est Jacques Lang qui disait pour viser loin, viser haut. C'est-à-dire qu'en exigeant de la qualité de l'information, on attire toujours un vaste éventail d'auditeurs. Je parle pour la radio, bien évidemment. Je crois que la qualité a toujours attiré les jeunes. Je suis étonné du nombre de jeunes, par exemple, qui écoutent Dimanche Culture les dimanches. C'est réconfortant. Quand on donne un produit de qualité, on est sûr d'avoir des adhésions, même les plus inattendues. Et je crois qu'il faut pratiquer ce journalisme de qualité. Malheureusement, il y a quelques spécimens qui sont devenus des références et qui me donnent, moi, froid dans le dos, la manière dont ce type de journalisme est pratiqué. Le mythe de la starisation. On ne fait pas ce métier-là pour devenir vedette du jour au lendemain. La pureté de la passion. La plus grossière erreur de faire, c'est d'annoncer la mort de quelqu'un qui ne l'est pas. Qu'on est tous des humains malgré tout. J'ai fait surtout des années à Saint-Cloud-Dimanche et 23 ans à Radio One, à surtout faire enquête en direct. Ça m'a appris surtout la modestie et l'humilité. Je crois que c'est important. Et surtout, de ne pas s'attendre à une reconnaissance de la part de qui que ce soit. Et là, on se sent bien quand on n'a pas cette ambition d'attente.
Parce que la presse est un pilier de la démocratie. C'est aussi simple que ça. C'est de faire bien ce métier-là, de le faire honnêtement et surtout d'être en situation d'éternel apprenti.